Yofi. Hmm, Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manito et Georges Spira. On continue à parler du chassidisme, mais qui dit chassidisme dit également les mitnagdim, le Gaon de Vilna. Alors on attend le récapitulatif et la continuité du cours. Bechavot, Georges. Merci beaucoup, Johan. Alors oui, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu, ça fait donc un très très long moment. Et donc je vais vous faire un petit résumé, mais d'abord j'ai quand même deux bonnes nouvelles. Alors on va les prendre, hein. C'est d'abord la naissance chez le rabbin Alexis Blum et son épouse Anne Blum d'une arrière-petite-fille. Ah, Mazal Tov. Bonne nouvelle. Donc Mazal Tov. Et voilà, ça c'est pour Alexis et Anne Blum. Alexis est originaire de Colmar, hein, je vous le signale. Ah, il faut que je défonce ma paroisse. Et puis par ailleurs, a eu lieu aujourd'hui, non, je crois hier, le mariage d'un petit-fils d'Oli de Gottlieb, et là aussi un grand Mazel Tov, surtout que pour ce que j'en sais, ça n'a pas été très simple, vu les conditions de sécurité à assurer. Ils ont dû tout chambouler, mais c'est pas grave. Le mariage était un peu plus petit, évidemment, mais le bonheur sera d'autant plus grand. Donc, grand Mazel Tov à eux, à Odile et à son petit-fils et son épouse. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Et puis, je voudrais aussi quand même dire un tout petit mot, deux petits mots. Un, à propos de nos soldats qui se battent, nos aviateurs essentiellement qui se battent, mais pas que, en Iran, qui font un travail extraordinaire. J'ai parlé avec des gens, moi je n'ai aucune compétence, mais qui m'ont dit ce qui a été réalisé, c'est bien, bien plus complexe que ce qui a été fait avec le Hezbollah et les beepers. Donc dire le travail qu'ils font, non pas seulement à notre bénéfice, mais au bénéfice de de tout le monde occidental démocratique. Et donc, on leur doit un grand coup de chapeau, un grand merci. On prie pour eux, pour que tout le monde rentre en bonne forme et que on ne parle plus de cette engeance des mollahs. Et d'ailleurs, on défend tellement bien le monde occidental que la France n'a pas trouvé mieux aujourd'hui que de bloquer notre stand au Salon du Bourget, ce qui est un forfait, un scandale absolu et total. Et je râle, je n'ai pas l'habitude de faire beaucoup de politique dans ce cours, mais là je suis hors de moi, ce sont des voyous. Et ils se comportent comme les gens qu'ils défendent. Voilà, j'en ai fini avec ma fâcherie du soir. Et on va passer aux choses sérieuses. Alors, je dois vous dire, j'ai un petit peu cas de conscience en me disant, raconter l'histoire du Gaon de Vilna, bon, c'est bien sympathique, alors qu'on est dans une époque. Moi, je ne sais pas lire ces choses-là, je ne sais pas si elle est pré-messianique, mais en tout cas, c'est une époque historique tout à fait exceptionnelle. Il faut bien ouvrir notre esprit, bien ouvrir nos oreilles pour retenir ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est quelque chose d'une dimension absolument énorme. Alors, je sais bien, nous sommes tous fatigués, mais ce n'est pas grave. Nous, on n'a pas à s'occuper de petits bébés. Les gens qui ont de petits-enfants, on vient d'en parler tout à l'heure, c'est vraiment très, très difficile de les lever au milieu de la nuit. Donc, j'ai mis mes scrupules dans la poche et puis je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois, un petit peu détaillé parce que ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. Donc, nous avions parlé de la succession des différents rabbins chassidiques. Et après Dov Ber, le Maguib de Mézérich, Rabbi Yosef de Polne, Elimelech Weisblum de Ligensk, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, nous avons vu la suite. Ça, c'était ce qu'on avait vu dans un premier temps. C'est pas la peine de retenir tous les noms. Ce qui est intéressant, c'est de savoir la quantité, la masse de gens de très très haut niveau qui ont vécu. Tout ce que je vous raconte là se passe au 19e siècle, au, au, au 18e siècle, pardon. 18e, tournant du 19e, et après on va arriver au 20e évidemment. Nous avons vu un peu plus en détail Rabbi Yaakov Yitzhak Halevi Horowitz, le José de Lublin, le voyant de Lublin, une personnalité tout à fait hors du commun aussi, qui a eu beaucoup, beaucoup d'élèves de très haut niveau, comme Rabbi Yaakov Rabinovitch, qu'on appelait le juif saint, le juif Yehudi Akadosh, pour donner le niveau de ces personnes. Rabbi Simcha Bunem de Peshicha,
Rabbi Shalom Rokear de Bels, le fondateur de la dynastie de Bels, etc. Rabbi Yitzhak Halevi Horowitz va créer une synagogue à Lublin, qui sera un centre d'études extrêmement important jusqu'à la Shoah. Il avait un arrière-petit-fils qui était un personnage connu qui s'appelait Kalonimus Kalman Shapira, qu'on appelait Esh Kodesh, le feu saint. Pourquoi on l'appelait Esh Kodesh? Parce que dans le ghetto de Varsovie, il a continué à enseigner la Mishnah et la Gemara, et il a malheureusement été assassiné en 1943 par les nazis. Et puis après, je vous avais parlé la dernière fois des Lubavitch et de toute la dynastie des Lubavitch jusqu'à l'époque contemporaine. Vous vous en souvenez, je crois que ça vous avait un petit peu intéressé. Cette dynastie a été créée par Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Ses dates, c'est 1745-1813, donc 18e siècle. On l'appelle le Alter Rebbe, et il a d'autres noms. Le Baal HaTanya, qui est son livre essentiel qu'il a écrit. C'est un élève du Maguide de Mézérich, lui aussi. Et chose intéressante qui nous concerne directement, il soutenait l'installation de colonies de Juifs en Palestine. Nous sommes là au 19e siècle. D'accord? Soutien de pardon, 18e siècle. Soutien de colonies juives en Palestine. Et il va y en avoir, nous allons voir ça tout à l'heure. Euh, il sera emprisonné à 2 reprises à cause suite à des dénonciations des mitnagdim, donc des, des gens qui sont opposés au chassidim. Le sigle des Lubavitch, c'est Chabad, c'est 3 mots, Chorma, Bina, Dea, tout ça nous l'avons vu. Et ce livre très important de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui est encore étudié aujourd'hui, qui est même le livre de base dans le mouvement Lubavitch, le Tanya, est un livre de philosophie chassidique qui a été publié en 1797. Il a également publié un Shulchan Aruch Harav, c'est-à-dire une compilation du Shulchan Aruch revue et corrigée par le rabbi. Et puis, son successeur sera son fils, Rav Dov Ber Shneur. Ses dates sont 1773-1827, qu'on appelle le Mittler Rebbe. Suit ensuite Rabbi Menachem Mendel, le Tzemar Tzedek, d'après un livre qu'il a écrit. Ces dates, ça se termine en 1866, je vous donne la fin, vous voyez qu'on est là déjà au milieu du 19e. Alors, par contre, Rabbi Menachem Mendel est le neveu en même temps que le gendre du Maguide de Mézérich. Ça, c'est intéressant. Le neveu, mais il épouse donc sa cousine. Ça arrivait. Comment elle s'appelle? Chayamushka. Ça, c'est un nom qu'on entend énormément dans les milieux Chabad. Le Tzemar Tzedek est un posek halacha de grand niveau, très actif dans la lutte contre la Haskalah. Et ce qui est intéressant, et là je vous ai dit, ces dates, c'est 1789, 1866, nous sommes donc un bon moment après le Gaon de Vilna dont on parlera. Il luttera contre la Haskalah de concert, vraiment en binôme, avec son opposant, mais moins farouche si vous voulez qu'au début, on parlera de ça après. Rabbi Yitzhak de Volodjin, qui est le chef des Mitnagdim. Donc les deux, le chef des Chassidim de Lubavitch et le chef des Mitnagdim, luttent ensemble contre la Haskalah, donc le mouvement des Lumières, qui est apparu vers 1785. Voilà. Et il a un successeur, c'est son fils, qui s'appelle Rabbi Shmuel Schneerson. C'est un nom que vous avez déjà entendu, Schneerson. Ses dates, c'est 1834-1882. Lui, il va consacrer une bonne partie de sa vie à défendre les Juifs contre les attaques antisémites du Tsar. Voilà, ça c'est pour le suivant. Après viendra Rabbi Shalom Dover Schneerson, 1860-1920. Lui, il reste quelque chose de son passage. Attendez, je vais juste enlever quelque chose, si vous permettez. Voilà, ça me permet de voir les têtes.
il reste quelque chose de très important de son passage. Il va fonder la première et ensuite une partie du réseau des yeshivot Tomchet Mimim, qui existent toujours aujourd'hui encore et qui sont des yeshivot, donc à caractère, à orientation chassidique Lubavitch. Alors lui, par contre, à l'opposé de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, est carrément opposé au sionisme. Mais nous sommes là, 1920, Herzl a déjà passé là-dessus, le congrès sioniste existe, du temps de Rabbi Shneur Zalman, il n'y avait pas encore de congrès sioniste, il est opposé au mouvement sioniste. Ça va les poursuivre. Hein. Son successeur s'appelle Rabbi Yosef Yitzhok Schneerson, dont les dates sont 1880-1950. Ah, là, on franchit la Shoah. Il s'installe à New York pendant la Shoah, d'ailleurs. Il aura une vie très mouvementée, je vous avais raconté. Il était en Amérique, il est reparti, etc. Ouais, une vie très mouvementée. Il avait une fille qui a été assassinée avec son mari pendant la guerre. Et en 1948, il s'établit définitivement, en 1948, il établit Kfar Chabad en Israël. Pas lui, lui il s'installe à New York. Mais il établit Kfar Chabad en Israël. Est-ce qu'il est devenu sioniste? Je ne veux pas dire de bêtises, en tout cas pas anti-sioniste. Certainement pas. Est-ce que c'est un fervent supporter du sionisme? Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, une position euh, pour le moins, disons, sympathique. On a d'autres mouvements, d'autres dynasties chassidiques qui vont être extrêmement opposées au sionisme jusqu'à aujourd'hui, ça vous le savez. Il a une deuxième fille qui s'appelle Chaya Mushka, elle aussi, et qui va épouser Rabbi Menachem Mendel Schneerson, le dernier rabbi de Lubavitch. C'est le septième et dernier rabbi. Pourquoi le dernier? Parce qu'il n'a pas eu de fils. Il n'a pas de descendance, ni fils ni fille. Voilà, alors Rabbi Menachem Mendel Schneerson vient de Berlin, il passe par la France, il arrive à New York, il développe le mouvement Chabad d'une façon considérable, qui aujourd'hui est présent dans 1300 villes à travers le monde, c'est quelque chose d'absolument prodigieux. Il parle de l'imminence de la venue de Mashiach, et après sa mort en 1994, le mouvement va se scinder en deux groupes qui ne seront pas violemment opposés, mais deux options différentes. Les messianiques et les non-messianiques. Les messianiques étant ceux qui disent que le rabbi était Mashiach, il faut le dire, et puis les non-messianiques, ceux qui disent qu'il ne l'était pas. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, fondateur de la dynastie, était tout à fait opposé à la notion de tzaddik. Ce n'était pas son idée. Le rabbi, lui, c'est tout à fait autre chose. Il dit pas du tout. Le tzaddik est un intermédiaire, mais pas tout à fait un intermédiaire entre le juif et Hachem, et il démonte à l'avance l'opposition qu'on peut lui faire, puisque d'après la tradition juive, chaque juif a une ligne de téléphone directe avec Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le droit de passer par un intermédiaire. Il dit oui, mais le rabbi, le tzaddik, est une extrapolation d'Akadosh Baruch Hu dans une enveloppe humaine. On peut faire des rapprochements que je ne ferai pas pour ne blesser personne, mais enfin, réfléchissez un petit peu. C'était la position du rabbi. Et voilà, c'est pour ça que certains de ses disciples disaient qu'il était Mashiach. Il prône le Kirouv, c'est-à-dire le retour au judaïsme, qui accélérera la venue de Mashiach. Et là, par contre, il va dire quelque chose d'extrêmement ouvert. Toute mitzvah, quelle qu'elle soit, la plus petite par le juif le moins religieux, a sa valeur intrinsèque et accélère la venue de Mashiach. Voilà. Chabad est présent sur un certain nombre de campus, notamment aux États-Unis. Alan Dershowitz, le fameux avocat, dit que les choses iront bien le jour où il y aura Chabad sur tous les campus. Je ne sais pas si ça marche actuellement. Et il y a chez Chabad des camps de vacances, des publications. Et pour le rabbi, qui était un homme de son époque,
rien n'interdit d'utiliser les moyens technologiques modernes pour faire progresser la cause du mouvement Chabad. Internet, le téléphone, tout ce que vous voulez, les publications, et effectivement, on va s'en servir. Voilà. Et puis pour terminer, je vous avais raconté, et je ne vais pas la refaire, l'histoire de la bibliothèque Schneerson, fameuse bibliothèque qui est toujours entre les mains des Russes, qui a été spoliée par les Allemands, ensuite retournée en Russie, mais qu'on n'a toujours pas reçue. Notamment, une occasion a été loupée avec M. Olmert, qui, quand il a rendu le Migrash à Roussim, l'église russe de Jérusalem, aurait pu exiger en retour le retour de la bibliothèque Schneerson, ce qu'il n'a pas fait. Une bibliothèque extrêmement importante, avec quelques dizaines de milliers de volumes, dont beaucoup de manuscrits. Voilà, on en était là. Donc, si je résume notre histoire de façon rapide, le chassidisme a été fondé au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle par le Baal Shem Tov. Nous avons vu d'ailleurs qu'il y avait déjà des prémices avant le Besht. Les dates du Besht, je vous les rappelle, c'est 1700-1760. Et c'est une réaction, d'une part, au massacre de Chmelnytsky et d'autre part à la venue sur cette histoire de Chmelnytsky de deux faux messies, Shabtai Tzvi et Jacob Frank. Et donc, le chassidisme vient suppléer à aider une population juive complètement perdue, complètement déboussolée, en perte de repère totale dans un monde qui a brusquement changé pour eux. Le chassidisme pose le principe du Rebbe et du Tzaddik, et ça nous mènera à la fondation de dynasties, différentes dynasties, qui en général ont comme nom non pas le nom du fondateur, mais le nom du lieu où la dynastie s'est développée. On reviendra là-dessus. Le chassidisme est d'abord présent en Petite Pologne et un tout petit peu en Lituanie, où il se heurte très très violemment au Mitnagdim, mais il va se développer notamment à la faveur de la perte d'influence, de puissance des autorités, des institutions juives, puisqu'à la fin du XVIIIe, le Vad Arba Aratzot, le Conseil des quatre pays, va être dissous, et donc cet organisme qui représentait le judaïsme polonais auprès des autorités n'existant plus, il n'y a plus vraiment quelqu'un pour les défendre valablement. Donc c'est là-dessus que va profiter et prospérer le chassidisme. Voilà. Alors, il y a une succession de rabbinim. Je vous donne des noms, toujours dans la même idée, pas la peine de tout retenir. C'est pour vous montrer la densité de rabbins, de tzadikim, de rabbanim qui vont se précipiter dans le chassidisme. Nous avons en Ukraine Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Lui ne va pas créer de dynastie. Je ne vous donne pas les dates. Tout ça se passe au XVIIIe siècle, entre 1720 et 1810. Voilà, à peu près. Donc au tournant du XIXe. Rabbi Yitzhak Levi de Berditchev, Rabbi Nachman de Braslav, un nom que vous avez déjà entendu et dont nous reparlerons, Rabbi Menachem Tversky de Tchernobyl, il y a encore aujourd'hui une chassidoute de Tchernobyl. Pour la Lituanie, nous avons Rabbi Shneur Zalman de Liadi, celui-là on en a beaucoup parlé, c'est tout, la Lituanie. Puis alors, on arrive en Pologne. Hein. En Pologne, ça marche mieux. Rabbi Elimelech de Lijensk, Rabbi Meshulam Zusha d'Anipoli, lui, il a un frère qui va aussi créer une souche. Rabbi Yaakov Horowitz, ça, c'est pas n'importe qui, le José de Lublin, dont je viens de vous parler tout à l'heure. Rabbi Shmuel Shmelke Horowitz, Rabbi Yaakov Yitzhak Rabinovich de excusez-moi, c'est difficile, Prizoucha. Voilà, ça, ce sont des dynasties qui vont être fondées au XVIIIe siècle dans la suite de l'enseignement du Baal Shem Tov. La Lituanie, je l'ai dit, va résister très longtemps à l'emprise du chassidisme, mais on va quand même trouver des foyers, et pas dans des lieux peu importants, à Minsk, à Pinsk, à Karlin, à Shklov et à Vilna. Ah, Vilna, on va en parler de Vilna. Alors, c'est une époque
il n'y a pas seulement l'opposition des mitnagdim contre les chassidim, mais également les chassidim ont à se défendre contre la Scala berlinoise. Celle-là est en train de prendre pied dans la foulée des Lumières, et elle se développe vers l'est de cette zone, de la Pologne-Lituanie. Chez les intellectuels, ça on peut le comprendre assez facilement, ils sont toujours du mauvais côté du schmaltz, mais aussi chez des entrepreneurs, des négociants. Et pourquoi? Parce que ces gens voudraient être mieux intégrés dans la société non juive environnante pour pouvoir développer leurs affaires. Donc, les Lumières, la Scala, l'émancipation va peut-être leur permettre de mieux rentrer dans la société environnante. Vous savez qu'on les a beaucoup bien, très très bien intégrés et on leur a montré notre amour en 39-45. Voilà. Alors, les meneurs de ce mouvement de la Scala, au départ, on sera amené à en reparler évidemment, mais ça, c'est pas le sujet ce soir. Je vous donne juste les noms. Menachem Mendel Lefin, on est là en 1749-1826, donc vraiment au moment où la Scala prend pied. Nachman Krochmal, lui, il a écrit pas mal de bouquins et c'est un personnage connu. Il décède en 1840. Et Joseph Perl, qui décédera en 1839. Donc on est là au tournant du 19e, la période des Lumières, la période de la Scala, et donc ce mouvement qui prend pied en Pologne. Au tournant du 18e et du 19e siècle, la fonction de tzaddik devient tout à coup héréditaire. Donc, comme le papa, c'était quelqu'un de très important et très calé, automatiquement, le fils, il l'est. Pas toujours comme ça que ça se passe, mais bah, voilà, on pose le principe d'une hérédité du titre de tzaddik. Et du coup, ça provoque un développement géographique, ça c'est intéressant, au lieu d'aller se disperser, se diffuser un peu partout dans la région, chaque dynastie va prendre pied dans un village. C'est pour ça que très souvent elle porte le nom de ce village, faire souche sur place, et donc va rayonner autour de ce village. Il y a donc une dimension géographique des dynasties chassidiques, nous parlons là au 19e, 18e, 19e. Aujourd'hui, c'est très différent. Donc un développement géographique et autour de villes qui s'appellent Medjiboj, Lubavitch, ça vous dit quelque chose? Dynastie des Lubavitch, Bels, Chassidim de Bels, Vizhnitz, Prizusha, Lotski, Gora Kolvaria, Statumar. Ce sont toutes des cours chassidiques dont le nom est celui de la localité où elles se développent. Alors, le Rebbe s'installe avec sa cour tout autour. Et alors, là, il va se passer quelque chose. C'est que chaque cour va développer ses traditions propres. Et par exemple, il y a quelques années, il y avait au musée de Jérusalem une exposition des chapeaux chassidiques, rien que les chapeaux. Et c'est toute une histoire. Chaque chapeau a une histoire et appartient à une cour, à un mouvement chassidique défini. Il y a les chapeaux ronds, les chapeaux bretons, il y a les streimels larges, les streimels hauts, les streimels comme ci, comme ça, voilà. Chacun correspond à une cour spécifique. Et comme ça, des traditions vont être créées autour du Rebbe, autour d'une cour chassidique, et des jolies traditions, et on va rester fidèle à ces traditions. Le revers de la médaille, c'est que on est dans un lieu géographique avec des traditions qui nous sont propres. On regarde ni à droite ni à gauche, il y a peut-être un risque de sclérose qui va d'ailleurs parfois se passer. De sclérose du mouvement de cette cour chassidique qui ne va pas chercher plus loin si on peut développer les choses. Voilà. Il y a une cour, ça fonctionne. Il y a les chassidim tout autour du Rebbe. Tout ça est bien huilé. On a nos traditions, nos habitudes. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Et donc, il y a un risque un petit peu de sclérose. Voilà. Alors, ce qui est particulier quand même, c'est qu'on n'a jamais vu de Rebbe s'installer dans une grande cité. Parce que la grande ville ne se prête pas à cette idée de cour.
D'abord parce que dans les quartiers populaires, on est très souvent devenu non ou anti-religieux, de plus en plus, au début du 19e. Et puis, géographiquement, ça ne se prête pas, c'est étendu une ville. Dans le village, tout le monde habite pas loin l'un de l'autre. On a la centralité de la maison du Rebbe et ça fonctionne très bien de cette façon-là. Voilà. Alors, voici quelques noms de dynasties chassidiques. Et la prochaine fois, on va commencer à les développer un petit peu. Pas rentrer trop dans les détails, mais quand même vous donner un petit peu quelques particularités de chacune. Excusez-moi une seconde. Alors, on a la dynastie de Bels, les Bels Chassidim, fondée par Sholom Rokeach. On est là déjà au tournant du 19e, 1780-1855. On a la cour chassidique de Bobov-Bels. Alors pourquoi Bobov-Bels? Parce qu'elle joue effectivement sur deux lieux. Elle est fondée par Rabbi Shlomo Halberstam, dont les dates, c'est bien plus tard, 1847-1905. Donc une cour qui s'est créée sensiblement plus tard. On a la dynastie des Chassides de Braslav, fondée par Rabbi Nachman de Braslav, comme son nom l'indique. Lui, c'est à la fin du XVIIIe siècle. La dynastie de Ljubavici, en réalité, pas Lubavitch, mais Ljubavici, on en a beaucoup parlé. La dynastie de Gora Calvaria, juste pour vous donner une liste, pas la peine de tout noter, vous ne le retiendrez pas, et moi non plus, je vous rassure. Fondée par Rabbi Yitzhak Meir Rothenberg Alter. La dynastie de Novi Saxe, fondée par Rabbi Yoel Teitelbaum. La dynastie de Skvira, fondée par Rabbi Yitzhak Tversky. Celle de Vizhnitsia, nom de Vignitz, fondée par Rabbi Menachem Mendel Hager. Et la dynastie de Tchernobyl, fondée par Rabbi Nachum Tversky de Tchernobyl. Statouma, c'est quand même une dynastie très récente, puisque Teitelbaum, c'est 1887-1979. Ça existe toujours, mais c'est une petite cour, mais qui existe toujours. Voilà, pour simplement vous donner une idée de ce que les élèves, les descendants du Baal Shem Tov, partant chacun dans son coin, sont capables de monter une cour chassidique avec ses disciples, avec ses chassidim, avec ses traditions, ses habitudes, et elles se définissent par un lieu. Maintenant, il y a des petites dynasties aussi, beaucoup moins importantes, comme par exemple Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak de Berditchev, ce n'est pas une dynastie, puisqu'il aura 16 élèves, oui, et après c'est fini, il n'y a plus rien. Ses dates, il décède en 1809, et c'est fini. La dynastie de Kotsk, fondée par Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, ça c'est un nom plus connu, c'est au 19e siècle, mais c'est une petite dynastie, c'est une petite chassidoute, et la dynastie de Lublin, fondée par Rabbi Leib Yehuda Aiger, là aussi, mais elle va carrément disparaître. Voilà. Alors, il y en a beaucoup d'autres, des petites, parce que cette autorité du rabbi va être utilisée par des gens de très haut niveau, de très grande qualité. On gagne bien sa vie quand on est rabbi d'une cour chassidique, mais elle va être aussi exploitée par des voyous, par des opportunistes, par des charlatans. Et donc, on aura une foule de petites cours chassidiques qui n'en sont pas, en fait, qui sont rien, qui sont vraiment vides de sens. Ce que je vous ai dit là, ce sont des gens qui ont un message, qui ont une philosophie, qui ont un mode de vie, et c'est des gens très sérieux. Hein, beaucoup d'autres où c'est beaucoup plus douteux. Voilà. Alors, ces cours chassidiques, tous ces chassidim, vont rallier une grande majorité des juifs de Pologne et d'Ukraine. Et le rabbi a une totale emprise sur ses élèves. Et ça, c'est très intéressant et très important.
pas seulement sur ses élèves, sur ses fidèles, parce que c'est une communauté au sens large, pas le père, la mère, les enfants, d'un petit village qui est fidèle du rabbi. Et on vient lui demander conseil pour tout, pour tout. Des intercessions aussi, pour des cas de conscience, pour les affaires, pour la santé, pour le mariage, etc., etc. Donc, dans tous les domaines de la vie, le rabbi est consulté. Et ces consultations, dans ma foi, sont bien payées. On considère que le tzaddik, et vous allez voir la définition qu'en donnera tout à l'heure le petit-fils du Baal Shem Tov, on considère que le tzaddik est un courtier, comparable à un courtier entre un vendeur et un acheteur. Ça nous pose un petit peu un problème, évidemment, mais voilà, c'est le principe qui régit les cours chassidiques. Et le petit-fils du Becht, qui n'est pas n'importe qui, c'est Rabbi Baruch de Medjibosh, il dit que le tzaddik est comme le portier du palais royal. Pour pouvoir rentrer au palais, il faut payer le portier. Et donc, c'est la fonction du tzaddik. Voilà, ça peut se discuter, hein, évidemment, mais c'est le fonctionnement de ces cours chassidiques. Euh, le Rosé de Lublin, qui n'était pas n'importe qui, le Rosé de Lublin, je vous prie de croire, c'est vraiment une des sommités talmudiques de l'époque, dit que un tzaddik intercède auprès d'Akadosh Baruch Hu pour un homme moyennant finance. Et il se pourrait que Hachem considère ça comme une vexation, une outrecuidance, et demande pourquoi l'intéressé ne s'adresse pas directement à lui. Le José de Lublin pose la question. Et alors il répond par avance à la contestation en disant, ah, mais attention, le tzaddik n'intercède pas auprès d'Akadosh Baruch Hu pour quelqu'un. Je prie pour lui, dit-il, car il m'a payé pour prier. Je n'intercède pas. Je ne fais que prier pour lui, c'est tout. Et je ne fais que remplir mon contrat. Donc il botte en touche, si vous voulez, en disant, le fait de payer le rabbi, le rabbin, ça n'est pas du tout payer une intercession auprès d'un Kadosh Baruch Hu, c'est simplement payer l'attention que le rabbin porte en priant pour une personne. Je vous donne l'explication. Évidemment, il y a d'autres explications un petit peu plus profondes que ça. Mais bon, ça ne convient pas à tout le monde, ce système. Mais c'est un système qui fonctionne bien. Et il fonctionne bien parce que ces rabbinim, maintenant j'ai dit beaucoup de mal sur eux, et ces tzadikim, on va maintenant dire un petit peu de bien. Ben, en fait, ils jouent un rôle de psychologue. Vraiment. Les tzadikim soulagent la misère des gens. On vient les voir, et le tzaddik, il prend sur lui les peines, les soucis, les souffrances et les peurs de ses fidèles. Le fidèle, il vient, il partage ses problèmes. Et partager, le poids il est divisé par deux. Mais pas seulement il partage ses problèmes, il apprend à son fidèle à passer outre les difficultés, il l'aide à relativiser les choses. Et quand le fidèle quitte son rabbi, il a un sentiment de soulagement, il se sent mieux. Alors c'est de la psychologie, mais c'est pas autre chose. Et c'est très bien fait. Et ça aide énormément les gens, et c'est pour ça qu'ils lui sont tellement fidèles. Parce que le tzaddik, je parle des gens sérieux, sont des gens qui sont vraiment dévoués à leur peuple, qui sont dévoués à leurs fidèles et qui essayent de les aider. Alors, bon, il faut qu'ils vivent aussi. Et puis, c'est aussi l'honneur du fidèle de donner quelque chose au tzaddik. C'est aussi son. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait ici, je crois que c'était le rabbi de Cour, mais je ne veux pas m'avancer. Ses fidèles lui ont construit une extraordinaire villa. Donc, il vient habiter à Yerushalayim. Et il ne voulait pas ça. Alors, il a vendu la villa. Il a donné l'argent à la cour, ou à la communauté. Il a dit, je ne veux pas de ça. Alors, ses fidèles lui ont dit, peut-être, mais nous voulons que tu sois dans une belle maison. Et ils ont reconstruit une maison. C'est leur honneur. C'est leur honneur. Il faut comprendre ça.
un petit peu difficile à comprendre, mais voilà, c'est leur fierté que leur rabbi habite bien. Et si, voilà, il a vendu la maison, et bien ils l'ont reconstruite. Et voilà, et je trouve ça touchant et respectable, même si moi je ne fonctionne pas comme ça, mais c'est vraiment quelque chose de très, très respectable. Le rabbi, je parle des gens sérieux, ont vraiment un ascendant et apportent une aide extraordinaire à leurs fidèles. Alors, en plus de ça, il leur enseigne une foi absolue. Vous savez que la foi, ça aide quand même beaucoup, nous le savons tous. Une foi absolue en Akadosh Baruch Hu et un optimisme, ça c'est très particulier au chassidisme, et un optimisme auquel les tzadikim accordent un rôle tout à fait prépondérant et essentiel dans leur succès. Et voilà ce qu'ils disent. Si tu crois en Dieu, je saurai faire exaucer ta prière. Mais si tu doutes de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, je ne peux rien faire pour toi. Réfléchissez bien à cette phrase, c'est très intéressant. Le tzaddik, il dit pas aux fidèles, bon, je m'en occupe. Non, c'est un partenariat, c'est une association. Si toi, tu n'y crois pas, moi, je peux rien faire. Je peux faire, mais avec toi. Sans toi, c'est pas possible. Et donc, ça élève le fidèle, ça le sublime, et donc ça le rassure sur sa situation. De plus, les chants, les danses, les prières un peu extatiques, vous savez que c'est un petit peu exagéré parfois, l'union avec Akadosh Baruch Hu aide dans cette foi. On se noie là-dedans. Et évidemment, tous ces comportements ne sont pas très bien vus par les mitnagdim. Vous savez, il y avait un rabbi un jour, il voit un juif dans la rue, Shabbat, il est en train de fumer. Alors il lui dit, tu ne sais pas que c'est Shabbat aujourd'hui? Le type lui dit, si, si, je sais. Et tu ne sais pas que on n'a pas le droit de fumer Shabbat? Ah, si, 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 je le sais. Tu n'as pas étudié les conséquences? Ah si, je les ai étudiés, je m'en fous. Alors le rabbi lève les mains au ciel et dit, tu vois, Akadosh Baruch Hu, quel peuple tu as? Ils sont même pas capables de mentir. Dans ce bonhomme complètement éloigné, il va encore lui trouver un route. Ça, c'est le chassidisme. On trouve quelque chose de positif en chacun. On rejette personne. Et c'est quand même quelque chose de très beau. Et dans cette période très perturbée du 18e, eh bien, ça aide énormément la communauté juive en Pologne, et donc ils vont largement adhérer. Alors, les mitnagdim ne sont pas d'accord, évidemment. Et, en flûte, j'ai oublié d'allumer mon truc là. Bon, euh, je l'avais allumé pourtant. Bon, voilà. Les mitnagdim ne sont pas là du tout d'accord avec cette attitude. L'étude, la spéculation intellectuelle sont reléguées au deuxième plan dans le monde chassidique. C'est une apparence. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Nous parlons là des débuts du chassidisme. Alors, études et spéculation intellectuelle, tout ce qui fait la finesse des mitnagdim sont relégués au second plan au profit de la simplicité, de l'humilité, de la douceur, qui sont les vertus essentielles de ces justes. Alors évidemment, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde les uns et les autres. Et on paye d'exemples. Par exemple, il y a l'histoire du tzaddik Wolf de Zbaraj. C'est une histoire qui est rapportée par Dubnov. Il assiste à une brite et bon, il rentre dans la salle évidemment, puis au bout d'un petit moment, il se dit flûte alors. J'ai laissé le cocher dehors, il fait tellement froid, il faut qu'il garde les chevaux. Je vais sortir pour qu'il se réchauffe un petit peu. Et le cocher il rentre, et puis il fait bien chaud, puis il boit une bonne dose de vodka, et puis il oublie que le rabbi il est dehors. Et quand on sort ensuite de la brite, le rabbi était à moitié gelé, à côté des chevaux qu'il avait gardés. Et quand tu lui as dit, mais rabbi, pourquoi tu n'es pas rentré? Il dit, il fallait bien que mon cocher se réchauffe.
Voilà. C'est une histoire à la valeur d'exemple, à la valeur d'exemple moral. Il y a énormément de récits chassidiques, de contes, et ça c'est très important, parce que ces contes va bien mieux qu'un très long discours de vérité morale. Ces contes sont exemplaires, sont un exemple, sont une belle histoire qui illustre ce que l'on doit faire. Et ils sont un exemple des comportements d'amour pour le Ham Israël. Le chassidisme, dont je vous ai maintenant pas mal parlé, on va revoir ça encore, bien entendu, est la dernière étape de l'évolution du judaïsme, l'étape la plus récente. Les mitnagdim, c'est bien antérieur. Le chassidisme est la dernière évolution du judaïsme de Pologne, d'Ukraine, de Russie, et qui dynamise une communauté qui est en but à l'hostilité anti-juive environnante. Alors, je ne veux absolument pas comparer, mais nos tzadikim chassidiques, c'est pas du tout sur le même plan, mais quelque part, ils sont très proches des rabbins du monde séfarade qui avaient ce formidable talent de rester conforme à la halakha en essayant de faciliter la vie aux gens. C'est sur une démarche différente, mais c'est une extraordinaire qualité qu'ils avaient et dont on ferait bien souvent de s'inspirer. Ils cherchent le moyen, tout en étant conforme à la halakha, de faciliter la vie aux gens. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Donc, un peu de comparaison. Et puis, évidemment, cette attitude, elle va se heurter, je vous l'ai dit, aux juifs traditionnels, qui sont adeptes essentiellement de l'étude du Talmud, surtout en Lituanie. Cette très violente opposition entre Chassidim et Mitnagdim sera de courte durée, ça ne dure pas longtemps, une trentaine d'années, c'est pas beaucoup. 1772-1804, ça correspondra à quelque chose de très précis. Mais c'est un véritable schisme à ce moment-là qui se fait jour dans la communauté, comme il n'y en a pas eu depuis le karaïsme. Ça fait quand même plus d'un millier d'années. C'est vraiment une fracture dans la communauté et une opposition farouche. Les rabbins traditionnels essayent d'étouffer ce mouvement dans l'œuf, un mouvement qu'ils considèrent, c'est ça le nœud du problème, comme une secte hérétique, donc comparable à Shabtai Tzvi ou à Franck. Mais il faut aussi comprendre qu'on sort de cette période, de ces deux faux messies, et que le risque est considérable qu'il y ait de nouveau une dérive. Et il est vrai que le chassidisme, par certains aspects, pouvait faire penser à Shabtai Tzvi. Et donc, on a peur de ça. On a peur d'une nouvelle dérive. Donc, tout de suite, il faut arrêter ce mouvement qui est dangereux, qui apparaît à l'époque comme dangereux. On verra qu'une trentaine d'années plus tard, ils comprendront que ce n'est pas le cas, mais il faut aussi comprendre la peur qu'avaient les mitnagdim de ce mouvement qui se développe, un petit peu farfelu quand même. On danse, on boit au Beth Knesset, quand au lieu de prier posément, on danse, on fait les fous. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On n'a jamais vu une chose pareille. C'est un manque de respect de l'endroit. Comprendre la vision qu'ont les mitnagdim de ce mouvement, qui est vraiment complètement fou, complètement débridé. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Nous allons voir ça tout de suite. Les causes sont de deux ordres. D'abord, superficiellement. Effectivement, la manifestation de l'amour de Dieu de façon bruyante, débridée, une préférence pour le shtibel plutôt qu'une belle synagogue, une belle grande synagogue, sont très très mal vues. Ces gens, ils sautent dans la choule pendant qu'ils prient, mais qu'est-ce que c'est que ça? De même, il y a des horaires élastiques pour la tfila, on n'est pas très marmire sur les horaires, on fume, on boit, on arrive à une extase, mais c'est pas du judaïsme, ça, c'est pas comme ça qu'on prie. Ça déconcerte et ça scandalise les juifs traditionnels. Ça, c'est la partie superficielle. En plus, quand même, il y a cette idée de tzaddik qui est un intermédiaire. Ça aussi, ça marche pas avec les juifs traditionnels. Mais il y a une deuxième raison beaucoup plus profonde qui est, d'une part, la place de la prière en lieu et place de l'étude,
Et ça, c'est pas du tout dans leur idée. La vénération, je viens de vous le dire, dont les tzadikim sont parfois l'objet et qui frise presque l'idolâtrie, presque, voilà, ils frisent, oui, pas loin de l'idolâtrie, c'est pas juif, ça. Un niveau de connaissance relativement faible, mais d'ailleurs, la preuve, disent-ils, le Baal Shem Tov n'a laissé aucun écrit. Cet attachement au tzaddik qui vire au culte de la personnalité et la modification des lois de la Shrita. Selon le Hari, c'est quand même pas une invention, mais c'est selon le Hari. Et voilà. Et puis, surtout la Kabbale, qui est étudiée par des juifs qui n'ont pas de connaissances talmudiques. Or, l'étude de la Kabbale, c'est extrêmement compliqué et c'est quelque chose de très dangereux. Tout ça, ça fait une succession de griefs des Mitnagdim contre les Chassidim. Le chef des Mitnagdim s'appelle Rav Elia ben Shlomo Zalman. Vous savez qui c'est? Rav Elia ben Shlomo Zalman, c'est tout simplement le Gaon de Vilna, qu'on appelle aussi le Gras, l'anagramme de son nom. Ces dates, c'est 1720-1797. Vous voyez, les dates sont importantes. J'ai dit que cette bagarre entre Mitnagdim et Chassidim va aller de 1774 à 1802, quelque chose comme ça. Et donc, on est en plein là-dedans. À ce moment-là, le Baal Shem Tov n'est plus là. Rabbi Shneur Zalman de Liadi est déjà un homme âgé. Et le Gaon de Vilna va donc décéder au début du 19e siècle. Trois personnages du 19e siècle, 18e, 19e, vont déterminer ce qu'est le judaïsme encore aujourd'hui. Le premier, c'est le Ramchal, Rabbi Chaim Lutzato, dont je vous ai beaucoup parlé, pas au dernier cours, le cours d'avant, vraiment la très haute philosophie, très pourchassé également par les rabbins traditionnels. Le second, c'est le Baal Shem Tov, que nous avons étudié aussi. Et le troisième personnage qui définit notre judaïsme aujourd'hui, c'est le Gaon de Vilna. Un des plus grands acharonim. Les acharonim sont les rabbins de la période moderne. Tellement grands d'ailleurs, je vous en parlerai après, qu'ont certains le cataloguent dans les rishonim, c'est-à-dire les grandes personnalités rabbiniques d'avant le Moyen-Âge ou du début du Moyen-Âge. Une sommité totale. L'ensemble des coutumes et des rites qui ont été institués par le Gra, qu'on appelle Minhag Hagra, constituent aujourd'hui la tradition juive ashkénaze à Jérusalem. Donc son enseignement perdure complètement jusqu'à aujourd'hui et est complètement utilisé. Il naît à Sialek. Sialek, c'était en Pologne-Lituanie, aujourd'hui c'est en Biélorussie, et en 1720. Il est très doué. Il a des dons très précoces, il a une mémoire photographique exceptionnelle, et à tel point qu'à 3 ans, je mets quand même un point d'interrogation, mais c'est ce que j'ai trouvé dans sa biographie, à 3 ans, il connaît déjà le Tanakh. Un petit peu jeune, mais enfin, bon, admettons. À 7 ans, il étudie le Talmud avec Rabbi Moshe Margalit. Rabbi Moshe Margalit est une grande sommité talmudique de l'époque, à 7 ans. À 8 ans, ça c'est rigolo, il étudie l'astronomie pendant qu'il est à table et qu'il mange. Donc il a des bouquins d'astronomie et puis il les feuillette. Et puis à 10 ans, il continue ses études sans précepteur, sans maître, tout seul, à 10 ans. Hein, quelque chose de tout à fait exceptionnel. Personnalité hors norme. Plus tard, il va voyager en Pologne et en Allemagne et rentre à Vilna en 1748, déjà auréolé d'une réputation tout à fait exceptionnelle, puisque, à peine âgé de 20 ans, des rabbins viennent le consulter pour avoir des réponses sur des questions halachiques compliquées qu'il n'arrive pas à résoudre. Il a 20 ans, ce sont des vieux rabbins, des gens de niveau qui viennent le voir. Mais il n'y a pas que. Il y a même des savants non juifs qui viennent le consulter en raison de
commentaires qu'il a fait sur des développements mathématiques. Et c'est pas tout, on va voir la suite après. Donc c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et il a rédigé des commentaires sur presque tous nos textes, Mishnah, Gemara, et Rashi, enfin tous les commentaires, tout ce qu'on a comme bouquin ont été commentés par le Gras. Et il ne les a pas publiés, c'est son fils qui va les publier après lui. Et puis également, il va publier un bouquin sur les mathématiques. En tout, ses commentaires, ses écrits, rassemblés et publiés par la suite, représenteront 50 livres. C'est pas mal pour une seule vie. 50 bouquins. Voilà. C'est évidemment un des piliers de la transmission de la Torah dans nos générations contemporaines et très influent jusqu'à aujourd'hui, je vous l'ai dit, notamment par son minag. Alors, au-delà de son érudition, là où il sort vraiment du lot, c'est qu'au-delà de son érudition en matière juive, il a une formidable érudition dans les matières profanes. Et il demande à chacun de ses élèves, écoutez ça, la modernité de son propos, il demande à chacun de ses élèves d'étudier au moins un domaine scientifique. Lui, il en a beaucoup, mais que chacun étudie au moins un domaine scientifique. Et il invite un de ses élèves, que nous allons retrouver plus tard à Jérusalem, qui s'appelle Rabbi Baruch de Siklov, à traduire Euclide, la géométrie d'Euclide, vous connaissez, à traduire les livres d'Euclide en hébreu. Gaon de Vilna, traduire Euclide en hébreu. Là où c'est un petit peu saumâtre, c'est que ses descendants ou ses héritiers spirituels, aujourd'hui, refusent tout enseignement profane dans les yeshivot. C'est quand même un petit peu amer. C'est précisément dans les yeshivot lituaniennes qu'on n'enseigne ni l'anglais, ni les maths, rien du tout. Et c'est un petit peu fort de café. Ce sont les descendants de la pensée et de l'idéologie du Gaon de Vilna. Bien, alors, ces connaissances, il dit quelque chose, le Gaon de Vilna. Il dit, quand un homme manque de connaissances, il lui manque beaucoup d'éléments pour comprendre la Torah. C'est intéressant. Et en quoi il était compétent? Alors écoutez, ouvrez vos oreilles. Il a des connaissances tout à fait sérieuses en géographie, en astronomie, en mathématiques, en ingénierie, en biologie, en langue et en musique. Le seul domaine qu'il refuse d'aborder, et c'est assez facile à comprendre, c'est la philosophie. Mais tous les autres domaines du savoir lui sont ouverts. Et il s'y intéresse. Et il a des compétences très, très sérieuses. Et il a laissé un projet éducatif, euh, qui ouvrira d'ailleurs, projet éducatif, qui sera mis en place par son élève Rabbi Chaim de Volodjine, un nom que vous avez déjà entendu, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va lutter contre la Haskalah en commun avec les Chassidim. Et ce projet éducatif mène à la yeshiva moderne, où, par groupe, dans les yeshivot, on étudie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais ça, c'est dans les yeshivot où on est très sérieux et on travaille bien. C'est un héritage du Gaon de Vilna. Et lui, ben, il avait un autre projet, il avait un projet d'Alia en Eretz. Et un projet tout à fait sérieux. Il a écrit d'ailleurs un bouquin qui s'appelle Le Collator. Et dans ce livre, il explique qu'il faut monter en Palestine et étudier évidemment, mais travailler. Il ne faut pas vivre de ce qu'on appelle la chalouka. C'est-à-dire, on ne doit pas vivre des shlichim qu'on envoie à travers le monde chercher de l'argent pour entretenir les gens qui étudient à Jérusalem. Non, il faut construire des villes, des routes, des usines, des hôpitaux, travailler la terre, travailler l'agriculture pour venir s'installer en Palestine. Voilà en gros ce qu'il écrit dans le Collator. Vous voyez que c'est un manifeste sioniste bien avant l'heure, dont s'inspirent très profondément ses élèves contemporains. Voilà, alors, il voulait donc partir en Palestine. Et pour ça, il est parti à Amsterdam. Pourquoi Amsterdam? Parce que là-bas, il y a des caisses
qui donne les fonds nécessaires pour créer une colonie. Alors, pas dans le sens politique, hein. Une colonie, c'est une petite implantation d'un groupe de personnes, mais il faut de l'argent pour démarrer. Et donc là-bas, il y a des fonds destinés à créer des colonies juives en Palestine. Et là-bas, il rencontre Rav Hida. Rav Hida, c'est 1724-1806, une sommité de Hebron, qui se trouvait à Amsterdam, un géant de la Torah. Et on discute. On discute Kabbalah. On discute de l'époque messianique. C'est pas un chassid, hein, le Gaon de Vilna, attention, hein. Mais vous voyez que lui aussi, il est ouvert à la Kabbalah. Elle n'est pas fermée, mais on ne peut pas l'aborder si on n'a pas d'abord un bagage antérieur. Et finalement, pour quelle raison exacte, je ne peux pas vous l'exposer, il renonce à son projet de monter en Eretz Israël. Mais, 200 familles d'élèves du Gaon de Vilna vont monter sur ses conseils. Et on considère que cette immigration de ces 200 familles, c'est le début du retour des Juifs en Israël. Ce groupe sera dirigé par quelqu'un dont je vous ai parlé tout à l'heure, auquel il a demandé de traduire Euclide en hébreu, le Rav de Shkilov. Et le Gaon de Vilna était convaincu que son époque préparait la venue de Mashiach et qu'il fallait donc commencer à peupler la terre d'Israël pour que Mashiach puisse arriver. Voilà l'idée du Gaon de Vilna. C'est pas un projet sioniste politique comme l'a pu le formuler Herzl par la suite, mais en fait, il n'est pas incompatible avec un projet politique, puisqu'il s'agit vraiment de peupler Israël, d'exploiter Israël, de le développer. On n'est pas très loin du projet politique de Herzl, c'est pas tout à fait la même chose, pas tout à fait les mêmes motivations, mais on va dans ce sens-là. Voilà. Rav Shkilov, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est lui qui, dès qu'il est arrivé en Eretz Israël, a acheté le terrain où on va construire la Chourva. La Chourva, vous la connaissez tous, c'est cette grande synagogue qui est en vieille ville, qui va être détruite, c'est toute une histoire, ça. Rav Shkilov, la première chose qu'il fait en arrivant en Israël, dans les quelques jours qui suivent, c'est d'acheter ce terrain et il décède tout de suite après. Ça, c'est l'histoire de Rav Shkilov. Parmi ces 200 familles, il y en a une que vous connaissez. C'est le grand-père ou l'arrière-grand-père du président Reuven Rivlin. Président Rivlin, je pense que ça doit être son arrière-grand-père et son arrière-grand-mère, sont montés parmi ces 200 familles, élèves du Gaon de Vilna, en Palestine. Alors, ces familles s'installent dans les années 1810-1820, c'est très très tôt, bien avant ce qu'on a appelé l'Alia, la Grande Alia. Et ils forment avec des groupes de chassidim installés à Tveria, à Tibériade. Il y a des groupes de chassidim. Vous savez que Shehu Zalman de Liadi voulait qu'on mette des colonies en Palestine. Eh bien, il y a des groupes de chassidim installés à Tibériade. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps non plus, Ariel Assaf nous a parlé aussi de Sfaradim qui sont montés très 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 tôt en Palestine, bien avant tous les mouvements plus modernes d'Alia. Et donc, ce groupe de chassidim et ce groupe d'élèves du Gaon représentent finalement l'embryon du retour des Juifs d'exil après 1800 ans. Ça n'est pas rien. Alors, je vous garde encore quelques instants. Vous me permettez? Bien, encore un petit peu. Ça fait un mois que vous n'avez rien travaillé, donc on va encore travailler un petit peu. Ça va, Johan? Pas de problème? Tout est super, on écoute. Alors, voilà, on a affaire là à un personnage tout à fait hors du commun, vous l'avez compris. Mais il faut malheureusement parler de cette page de son opposition au chassidisme. Et ça a été quand même quelque chose de violent. Il faut la mentionner que la méthode d'étude du Gaon de Vilna comprend deux points essentiels. Le premier thème, c'est on analyse un texte talmudique en se référant au verset.
on se fait référent au texte d'origine et à la méthode de déduction rationnelle, très important. Méthode de déduction rationnelle. Dans le monde chassidique, c'est pas la rationalité qui est la qualité première. Il y a l'enthousiasme, il y a la foi, il y a beaucoup de choses. Mais la rationalité n'est peut-être pas forcément la qualité première. Donc, on se réfère au verset et on étudie de manière rationnelle. La deuxième chose très importante, et je vous en ai touché un mot il y a un instant, il montre qu'il n'y a aucune opposition entre les textes talmudiques et les textes de la Kabbale. Ça, c'est très important. Le rationalisme du Talmud n'est jamais en contradiction avec le Zohar ou d'autres ouvrages de la mystique juive, à condition que l'étude de la Kabbale se fasse après un très très sérieux bagage talmudique. Et c'est ça le problème de fond qu'il oppose aux chassidim. Et si on attribuait son opposition chassidim à leur pratique un petit peu déviante, un petit peu originale, exubérance, gesticulation, etc., on, aussi au fait qu'ils étudient un peu moins sérieusement, et surtout au rôle du tzaddik, en fait, la controverse est beaucoup, beaucoup plus profonde que ça. Elle porte sur quelque chose que je ne vous développerai pas parce que je n'en ai pas les capacités, sur la nature de la présence d'Akadosh Baruch Hu et sur le fait de l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans l'économie des hommes. Les deux sujets un peu compliqués. Pour le Gaon de Vilna, c'est quelque chose qu'on étudie, on cherche les textes, on essaye de comprendre où est l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans l'histoire humaine et sous quelle forme se manifeste sa présence. Pour les chassidim, on va beaucoup moins, sauf les sommités. Évidemment, des rabbanim sont des mekoubalim de haut niveau chez les chassidim. Je parle de la masse de la population. On ne se pose pas la question. On vit la présence d'Akadosh Baruch Hu dans l'économie des hommes sans se poser d'autres questions. Oui, sauf que si on arrive à le démontrer en sens inverse, ça risque de faire des catastrophes au niveau de l'éducation. C'est ça le problème du Gaon de Vilna, c'est qu'on ne peut pas adhérer sans réflexion. Et pour les chassidim, c'est très schématique ce que je vous dis, et quand même il faut le replacer à l'époque. On est il y a 200 ans, 150, 200 ans. Pour les chassidim, c'est pas l'essentiel de savoir comment Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous, il est présent dans le monde. Donc, il suffit de le vivre, de le croire et de le fêter. Ça suffit. Mais ça colle pas. Donc voilà le fond du problème et effectivement, on a craint vraiment une dérive sectaire. Voilà. Alors, ça c'était l'opinion du Gaon. Et d'où vient cette marloquette? Parce qu'il y a une origine à cette discussion et à cette opposition entre les chassidim et les mitnagdim. Eh bien, ça remonte très loin. Ça remonte au Harizal. Hein. Harizal, le maître de la Kabbalah au XVIe siècle, ces dates, je vous les rappelle, 1534-1572, c'est le plus grand maître de la Kabbalah des 600 dernières années. Donc, c'est vraiment la référence Mekoubal. Et il révèle la chose suivante à ses élèves, que le dévoilement messianique, donc pas encore l'arrivée, mais la préparation à l'arrivée du Mashiach, est conditionnée par la connaissance, l'étude et la diffusion des secrets kabbalistiques. Oula, là on arrive dans un domaine un peu compliqué. La préparation à la venue de Mashiach est conditionnée par l'étude et la connaissance et la diffusion des secrets de la Kabbale. Bien. Et ces secrets de la Kabbale, on ne peut les trouver, les comprendre qu'au travers de l'étude de la Torah. Donc, il y a des étapes méthodiques. Et, disait le Harizal, son enseignement n'a pas été suffisamment diffusé de son vivant, donc il va falloir continuer. Et comment est-ce qu'on va continuer cet enseignement? Révèle le Hari que de grandes armes descendront dans le monde
pour achever son travail et préparer l'avènement de l'ère pré-messianique. Préparer l'avènement de l'ère pré-messianique par de grandes armes qui viendront dans le monde. Alors vous voyez comment on peut se précipiter là-dessus pour trouver ces fameuses grandes armes. Viendront là-dessus, peu de temps après, viendront s'abattre sur les Juifs le problème de Chmielniki et ensuite nos fameux deux faux messies. Et comme toujours, les périodes de grand malheur développent les périodes d'espoir messianique. C'est toujours comme ça. Comme la venue du Mashiach sera précédée de grands malheurs pour le peuple juif, c'est ce qu'on dit en tout cas, eh bien, les périodes de grand malheur sont précédées, sont suivies de l'avènement de Messie, qui se révèle comme tel. On l'a vu à plusieurs fois, à plusieurs reprises déjà. Le désespoir des communautés, leur perte totale de repères ont des conséquences tout à fait désastreuses. Et les faux messies amènent de faux espoirs. Ils vont amener beaucoup d'autres choses encore. Il y a les massacres, ça nous l'avons, on n'en reparle pas. Il y a une perte de repères identitaires. Il y a des désertions dans la communauté. Il y a des conversions en masse, notamment au christianisme. Ça, nous l'avons vu. En terre d'islam, il y aura des conversions à l'islam, et plus ou moins sincères. Mais par contre, dans le monde chrétien, oui, ce seront des conversions totales et tout à fait sincères au christianisme. Une assimilation, donc vous voyez que le peuple juif prend des gros coups à ce moment-là. Et c'est dans ce climat qu'apparaissent les trois personnalités dont je vous ai parlé, le Ramchal, le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna, chacun travaillant sur les mêmes thèmes, mais avec des processus différents, si vous voulez. Le Becht et le Ramchal seront combattus parce, parce qu'ils dévoilent trop de secrets kabbalistiques à une population qui n'est pas apte à les recevoir. Et ça, on peut le concevoir, vu du point de vue des Mitnagdim. Il faut un niveau d'étude de la Torah suffisant pour pouvoir comprendre la Kabbale. On dit que la Kabbale, on commence à l'étudier à 40 ans et pas à 20 ans parce qu'on n'en a pas la possibilité. Et donc, il voit dans cette diffusion massive des enseignements de la Kabbale qui risque d'être mal compris par une population trop peu préparée, un risque de retour aux pratiques sabbatéennes. Ce qui explique l'opposition extrêmement violente du Gaon de Vilna contre les Chassidim. Et le Gaon de Vilna sera un leader incontesté jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, à un moment donné, à lui aussi, on va lui a trouvé un gros défaut. Qu'est-ce que ça peut être ce gros défaut? Mais figurez-vous que toutes ces connaissances en matière profane le font ressembler un peu aux masculines, aux adeptes de la Haskalah, qui veulent l'ouverture, qui veulent apprendre le monde, mais c'est pas la même chose. C'est pas, mais on a à un moment donné, on l'a soupçonné d'être peut-être un adepte des masculines, ce qui est totalement faux, puisqu'il va lutter largement contre eux également. Alors, ces trois personnages, et je m'arrête après ça, parce que j'ai encore beaucoup de choses à raconter. Ces trois personnages vont diffuser largement le sod, c'est-à-dire le secret de la Kabbale, mais dans trois zones d'influence tout à fait différentes. Le Gaon de Vilna va diffuser son savoir kabbalistique dans les milieux de gens érudits. Ça, on le comprend très bien, c'est facile à comprendre. Le Ramchal, Rabbi Chaim Luzzatto, va diffuser les secrets kabbalistiques dans la philosophie et la pensée juive. Alors ça, c'est peut-être pas mal parce que déjà, vous avez lu des bouquins du Ramchal, ça ne se lit pas comme un roman feuilleton. Hein. Il y en a qui ont été traduits en français, le Sentier de rectitude essentiellement. C'est pas franchement d'une lecture très, très facile. Donc, c'est une diffusion un peu limitée. Par contre, le Baal Shem Tov va diffuser les secrets kabbalistiques dans le petit peuple qui n'est pas apte à recevoir. Et il n'y a rien de méprisant là-dedans. Il faut arriver à un certain niveau pour pouvoir rentrer dans la Kabbale. Or, il diffuse ça dans un petit peuple qui n'est pas prêt à la recevoir, qui n'a pas le savoir nécessaire pour la recevoir.
Et donc, il va y avoir la guerre pour cette raison-là, qui est beaucoup plus fondamentale que les danses chassidiques ou les manières un petit peu bizarres de faire la tfila. On touche là à l'essence du judaïsme et il faut comprendre, même s'il a eu tort, que le Gaon de Vilna a une peur terrible d'un schisme dans la communauté juive et d'une dérive sectaire. Voilà. Je m'arrête là pour ce soir. Vous allez aller un petit peu plus loin, mais ça y est, je vous ai assez farci la tête. Et on se revoit dans 15 jours. On va terminer le chapitre du Gaon de Vilna et on va commencer à effleurer un petit peu les grands cours chassidiques. Si vous avez des Merci questions, beaucoup, Georges. merci à C'était toi. passionnant. Ben, il y a un peu moins de monde, mais c'est parce que les gens sont pris avec la guerre. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter le replay qui sont très contents. Voilà, vous Oui, pouvez ouvrir le micro et ceux aussi qui veulent parce qu'ils intervenir. ont aussi été un peu perturbés par le décalage du cours. Il y a des gens qui m'ont téléphoné dans la semaine. Ah, t'as pas fait cours lundi dernier. Ouais, Voilà. c'est vrai. Donc, Il y a des gens qui vont au Miklat. et puis il y a des gens qui vont au Miklat. Et effectivement, on est un Ouais. peu perturbé par la guerre, mais on a eu de la chance, on n'a pas eu d'alerte pendant le cours ce soir. Mais bon, Merci, Georges. Merci. merci à vous. Vous êtes des courageux. Merci Maxime. Shavua Tov et Kol Tov de bonne. Merci. Merci à vous. Shavua Tov. Shavua Tov. Bonsoir Nicole. C'était super. Bonne semaine. Merci à vous aussi. Bonne semaine. Ah, on l'espère. Et Ouais, Ouais. Monsieur Jacob, Monsieur Spira. Merci. ça va bien? Ah,